On pense souvent que les guerres se terminent avec le dernier coup de feu, mais parfois, c'est là que tout commence. Après la fin des combats en Algérie, un autre conflit a éclaté, beaucoup plus long, beaucoup plus silencieux, une véritable guerre des mémoires. Et cette guerre-là, eh bien, elle n'est toujours pas terminée. Ce qui est absolument fascinant, c'est comment une seule et même guerre a pu donner naissance à deux histoires nationales complètement irréconciliables. D'un côté, on a l'Algérie, qui a construit toute son identité sur le souvenir d'une libération héroïque, un souvenir entretenu de manière presque obsessionnelle. Et de l'autre, la France, qui a commencé par tout faire pour oublier, avant de se retrouver piégée dans une guerre des mémoires où tout le monde se déchire. Deux pays, deux récits, et un fossé immense entre les deux. Alors revenons en 1962. L'Algérie est indépendante. Le nouveau gouvernement, dirigé par le FLN, le Front de Libération Nationale, se retrouve face à un défi colossal. Comment on fait pour créer une nation, pour unir tout le monde? La solution a été de prendre la propagande qui a servi pendant la guerre et de la transformer en histoire officielle. Un récit unique, simple et surtout un récit sans la moindre fissure. Et ce slogan y résume tout. Un seul héros, le peuple. Ça sonne bien, non? C'est une formule magnifique. Sauf que dans la pratique, ça a surtout permis de créer un héros un peu abstrait, le peuple, pour mieux effacer tous les individus qui pouvaient déranger le récit officiel. Des figures historiques comme Messali Hadj ou même le tout premier président Ben Bella ont été gommés de l'histoire. Le récit se devait d'être pur, sans aucune complication. Ce chiffre, c'est l'une des pierres fondatrices de ce grand récit. 45 000 morts lors de la répression des manifestations de Sétif en mai 1945. Aujourd'hui, la plupart des historiens s'accordent à dire que c'est un chiffre mythique, bien au-delà de la réalité. Mais son pouvoir symbolique, lui, est bien réel. Il ancre le début de la lutte pour l'indépendance dans un acte de violence coloniale absolument extrême. Et puis il y a cet autre chiffre, encore plus célèbre, 1,5 million de martyrs. Là encore, le chiffre exact est débattu par les historiens. Mais ça n'a presque pas d'importance. Ce nombre est devenu un véritable dogme, un pilier de l'identité algérienne. C'est le symbole ultime du prix à payer pour la liberté. Il faut bien comprendre que les mots ont un poids énorme. Et le discours officiel algérien a choisi les mots les plus lourds, les plus forts possibles. On parle de guerre d'extermination, de génocide, de crimes contre l'humanité. En employant ces termes, toute forme de nuance devient impossible. L'histoire est gravée dans le marbre. D'un côté, il y a les victimes, et de l'autre, les bourreaux. Point. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de la Méditerranée, l'atmosphère est radicalement différente. Là-bas, il n'est pas question de construire une mémoire unie, mais plutôt de gérer une fracture profonde. Pour la France, la guerre s'est terminée sur une défaite politique et une crise majeure qui a failli la faire basculer dans la guerre civile. Dans un contexte pareil, impossible de créer un récit national unificateur. Face à ce traumatisme, le premier réflexe de l'État français, ce n'est pas de se souvenir. Non, c'est d'oublier. C'est ce qu'on appelle la politique de l'amnistie et de l'amnésie. On vote des lois pour pardonner les actes commis par les deux camps, y compris les attentats de l'OAS, cette organisation terroriste qui se battait pour garder l'Algérie française. Le mot d'ordre est clair, il faut tourner la page, et vite. Mais l'histoire, elle, a horreur du vide. Ce silence de l'État a laissé le champ libre à une véritable cacophonie de mémoires concurrentes. Chaque groupe, les nostalgiques de l'Algérie française, les anciens combattants, les harkis, les rapatriés, a commencé à construire sa propre histoire, à défendre sa propre vérité, souvent en opposition totale avec les autres. Et il faut voir à quel point ce réveil a été incroyablement lent. Regardez ça. Il a fallu attendre 1999, soit près de 40 ans après la fin des combats, pour que l'État français admette enfin qu'il s'agissait bien d'une guerre et pas simplement d'opérations de maintien de l'ordre. 40 ans de déni officiel, c'est énorme. Cette guerre des mémoires, ce n'est pas juste une querelle d'historiens ou un débat politique abstrait. Non, elle se matérialise de manière très, très concrète dans notre environnement. Dans les monuments, les noms de rues, les mémoriaux, le paysage lui-même est devenu un champ de bataille. Ces deux cartes, elles résument tout. À gauche, la mémoire algérienne, unifiée, centralisée, contrôlée par le pouvoir depuis la capitale, avec des monuments gigantesques. À droite, la mémoire française. C'est un puzzle complètement éclaté, avec des centaines de petites stèles, de plaques dispersées sur tout le territoire, souvent érigées par des groupes rivaux qui ne sont absolument pas d'accord entre eux. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? En Algérie, la stratégie est simple, voire brutale. On efface le passé colonial pour le remplacer par le nouveau récit nationaliste. En France, c'est le cas au Mémoriel. Des groupes rivaux se font la guerre à coups de stèles et de monuments, et l'État est incapable de mettre tout le monde d'accord. Le meilleur exemple, on n'arrive même pas à se décider sur une seule date pour commémorer la fin de la guerre. C'est dire à quel point le consensus est impossible. Mais attention, cette guerre des mémoires n'est pas qu'un simple débat. Elle a des conséquences très réelles, à la fois humaines et politiques, qui se font sentir encore très fortement aujourd'hui. Prenons l'exemple des rapatriés, les pieds noirs. En 1962,
Leur arrivée massive, totalement imprévue, a provoqué un véritable choc démographique et social en France, surtout dans le Sud. Leur histoire, leurs ressentiments et leur poids électoral nourrissent encore aujourd'hui une mémoire très vive et souvent douloureuse de cette Algérie perdue. Et leur destin contraste de manière tragique avec celui des Harkis. Cette carte est terrible. Elle ne montre pas une intégration, mais bien une ségrégation. Ces soldats algériens qui avaient combattu aux côtés de l'armée française ont été, avec leurs familles, parqués dans des camps, puis dans des hameaux forestiers complètement isolés du reste de la société. Les sources parlent de conditions d'accueil inégales. C'est un euphémisme poli pour décrire ce qui a été, pour beaucoup, un véritable abandon. Le point crucial, c'est que ce passé ne passe pas. Il reste un enjeu politique brûlant. L'Algérie continue de réclamer des excuses officielles à la France. Chaque loi mémorielle votée en France peut déclencher une crise diplomatique. Et bien sûr, les responsables politiques des deux pays adorent instrumentaliser ce passé à des fins électorales. Le résultat de tout ça, des tensions permanentes qui empoisonnent les relations et la vie de milliers de personnes, en particulier les binationaux, souvent pris en étau entre deux histoires qui refusent de dialoguer. Au final, la grande question qui reste posée, c'est celle-ci. Quand une guerre est finie, qui a le droit d'écrire le dernier chapitre ? Dans le cas de la France et de l'Algérie, il semble que ce dernier chapitre soit encore en train de s'écrire. Pas avec de l'encre sur du papier, mais avec les souvenirs, les douleurs et les colères de millions de personnes. La bataille pour le récit, c'est peut-être ça, le dernier et le plus long des combats de la guerre d'Algérie.